Café éthique va être animé en partenariat avec France Info Santé, représenté par Maude Leridan, chargée de mission et représentante des usagers, et Jean-Jacques Pochard, médecin à la retraite et membre du comité d'éthique d'Ildis. Santé Info Droit est une ligne d'information juridique et sociale constituée de juristes et d'avocats qui ont vocation à répondre à toutes les questions en lien avec le droit et la santé. Avant de vous inviter à vous laisser guider par le programme proposé par Maude et Jean-Jacques, je vous dirai et j'insisterai sur le bien fondé de la connaissance de ce thème des directives anticipées, aussi utile dans la pratique professionnelle que dans la sphère personnelle. Merci aux services de communication et informatique qui ont contribué à pouvoir mettre en place ce café éthique. Je passe la parole à Tiffaine pour qu'elle vous explique les règles à suivre pour le bon déroulement de cette séance. À tout à l'heure. À toi, Tiffaine. Merci beaucoup, Annie. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Tiffaine David-Meleu, je suis responsable de la communication à la Fondation Ildis. Et je voulais simplement rappeler à chacun d'entre vous, mais je vois que vous l'avez tous déjà fait naturellement, pendant les interventions, de bien vouloir couper vos micros afin voilà, de permettre le meilleur déroulé possible pour ce café éthique. Et lorsque les interventions seront terminées, il y aura la possibilité pour chacun de poser des questions. Alors, soit en utilisant l'outil chat de Zoom, donc dans ces cas-là, vous pouvez rédiger votre question et nous la lirons, soit en levant la main, donc il y a un petit outil lever la main, et là, nous pourrons vous passer la parole et tour à tour, vous pourrez ainsi ouvrir à nouveau vos micros, pardon, de façon à poser votre question. Et nous pourrons ainsi interagir dans cette deuxième partie de Café éthique. Voilà, je n'oublie rien, Annie, tu n'hésites pas à compléter, hein. Oui, non, tu n'as rien oublié. Ok. Je vais laisser la parole. Voilà. Oui, Simplement, peut-être pour juste préciser que au niveau de la forme, ça sera un petit peu différent des anciens cafés éthiques, puisqu'il y aura des interactions au fur et à mesure de l'intervention, alors que dans les précédentes, il y avait une intervention, on va dire, un peu plus didactique pendant 20 minutes, et puis ensuite questions-réponses. Tandis que là, ça va se faire dans le processus. Okay. À vous. À nous les studios. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir sollicité France Asso Santé pour venir discuter avec vous des directives anticipées. Effectivement, je m'appelle Maude Leridan, donc moi je suis chargée de mission dans cette association-là. C'est un collectif d'associations qui œuvrent dans le champ de la santé, donc vous en connaissez plusieurs, hein, probablement, la Ligue contre le cancer, l'association des personnes handicapées, etc., etc. Et on a une principale mission qui est d'aider la population à bien connaître ses droits en santé. Et donc, pour ce faire, on a beaucoup de documents qui sont à votre disposition gratuitement, que vous pouvez aussi télécharger sur notre site Internet. Et comme le disait Madame Colliot, on a un service juridique où vous pouvez appeler, c'est un 01, donc il n'y a pas de surcoût téléphonique, c'est pris dans votre forfait de téléphone. Et au bout du fil, donc tous les après-midi de la semaine à partir de 14 h, vous avez des avocats qui sont spécialisés dans la santé, qui peuvent vous conseiller par rapport aux problématiques que vous avez. Par exemple, je veux récupérer mon dossier médical, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de faire un dossier de demande d'aide pour un handicap, je ne sais pas comment faire, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à les appeler. Ça s'appelle Santé Info Droit. Et on pourra bien évidemment donner à Madame Colliot les références pour que vous puissiez les récupérer. Une petite présentation de qui vous êtes. C'est vite fait. Jean-Jacques Pochard, ex-médecin, jeune retraité. J'ai travaillé à Ildis Ildis et Tillane pendant plus d'une trentaine d'années. Et voilà, et maintenant je m'occupe au sein de la fondation pour des petites choses bénévoles comme ça, comme le comité éthique. Et les directives anticipées, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je trouve que c'est pas assez connu, pas assez développé, et que c'est pourtant une sacrée aide pour les patients
et pour les soignants. Donc, j'espère qu'on arrivera à vous faire, à vous convaincre et puis à ensemble développer ces directives anticipées. Voilà, on va commencer par vous présenter une petite vidéo de 3 minutes qui va vous expliquer tout. Donc après, on se contentera de reprendre chaque item de cette vidéo. Petite manip à faire. Hop. Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est? Les directives anticipées expriment une volonté relative à ma fin de vie, en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Elles sont utilisées en fin de vie lorsque je suis hors d'état de m'exprimer et quand mon pronostic vital est engagé. Le médecin doit les respecter sauf dans 2 cas, urgence vitale et si mes directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin prend l'avis de l'équipe de soins, d'un autre médecin en qualité de consultant et de la personne de confiance qui prévaut sur la vie de la famille et des proches. Les directives anticipées, pourquoi les rédiger? Les rédiger permet de choisir ce que je souhaite et soulage mes proches quant à leur position face à la prise de décision si je suis en fin de vie. Cela peut ainsi permettre d'éviter les conflits familiaux. Les directives anticipées, quand? Sans attendre, elles sont valables indéfiniment et modifiables à tout moment. Il est important de penser, au fil du temps, à les préciser ou modifier en cas d'évolution de mon état de santé. Les directives anticipées, qui? Toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées. Homme, femme, quel que soit son âge, malade ou en bonne santé, personne sous curatelle, personne sous tutelle avec autorisation du juge. Les directives anticipées, comment? Je peux en parler avant à ma personne de confiance et à mon médecin ou encore à une association qui peuvent m'aider à préciser les aspects médicaux de mes souhaits et la manière de les exprimer. Par exemple, je peux demander à ne pas ou plus recevoir d'alimentation et d'hydratation artificielle si cela constitue le principal acte de mon maintien en vie. Dans ces cas, je recevrai de toute façon les soins de confort nécessaires et adaptés à l'évolution de mon état de santé. Je peux insister sur mon droit à ce que ma douleur soit prise en compte en demandant à l'équipe médicale de tout mettre en œuvre pour que je ne souffre pas. Je peux demander à bénéficier d'une sédation profonde et continue, c'est-à-dire d'un traitement qui m'endort profondément jusqu'à mon décès. Sur le site internet du ministère de la Santé, sur tout support, papier libre ou formulaire fourni par les associations de patients ou dans le formulaire fourni par les établissements de santé dans le livret d'accueil. Le document doit comporter au moins les précisions suivantes. Mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance, je date et signe la feuille. Je pourrai prochainement enregistrer mes directives anticipées dans un registre national. Si je ne peux pas écrire, 2 témoins majeurs, dont éventuellement ma personne de confiance, peuvent attester que le document est l'expression de ma volonté. Je peux les remettre à mon médecin traitant, à ma personne de confiance et à mes proches. J'informe mon entourage de l'existence de mes directives anticipées ainsi que le personnel soignant lorsque je suis hospitalisée. Si vous avez une question juridique ou sociale en lien avec une problématique de santé, Santé Info Droit 01 53 62 40 30. Alors, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, si vous avez l'habitude d'aller un petit peu sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous mettez directives anticipées et vous pouvez retrouver la vidéo et on la met bien évidemment à disposition des établissements de santé s'ils souhaitent la diffuser dans leur site Internet, etc. Donc, juste peut-être pour reprendre un peu les choses, parce que ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo-là. Finalement, qu'est-ce que c'est, Monsieur Pochard, les directives anticipées? Alors, si vous voulez bien, pour répondre à la question qu'est-ce que c'est, on va faire un petit rappel des textes. Alors, sans revenir sur tous les textes qui concernent les lois concernant les droits du patient, il y a quand même une première loi, la loi Kouchner de 2002, qui permettait de désigner une personne de confiance. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme il y a un lien très fort quand même entre personnes de confiance
Les directives anticipées, bon, retenir cette loi de 2002. Après, on peut vraiment se concentrer sur les deux principales lois qui concernent les directives anticipées. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ces lois-là. Ont déjà été évoquées, je crois, lors du précédent café éthique. Alors, la première loi, c'est la loi dite loi Leonetti du 22 avril 2005, qui a fait suite à l'affaire Vincent Habert. Tout le monde se souvient de cette terrible affaire. Et Vincent Habert est décédé en septembre 2023. La loi a été promulguée le 22 avril 2005. Donc, vous voyez, c'est vraiment suite à cette affaire-là que cette première loi a été promulguée. Alors, l'objet principal de cette loi, c'était de définir l'obstination déraisonnable. On ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important, naturellement. Et ce texte-là, donc, a introduit aussi la notion de directive anticipée. Alors, je pense que le mieux, je vais vous lire l'article précis de cette loi, comme ça pour savoir exactement de quoi on parle. Donc, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. Donc voilà, c'est un texte quand même concis, enfin un article concis et précis. Donc toute personne majeure peut, c'est pas obligatoire, rédiger, il faut écrire, hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc tant que la personne peut exprimer sa volonté, on n'utilise pas les directives anticipées. C'est quand on est hors d'état d'exprimer sa volonté. Et c'est relatif à la fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. Donc voilà, ça c'est la première loi, dite loi Leonetti de 2005. La deuxième loi date de 2016, c'est la loi Clay-Leonetti. Alors cette loi, pareil, d'abord était là pour clarifier les conditions d'arrêt des traitements au titre de l'obstination déraisonnable, et puis préciser les conditions de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Ça, c'était un point très important. Mais cette loi-là aussi, concernant les directives anticipées, a été très importante, car elle rend ces directives contraignantes pour le médecin. Voilà, alors qu'en 2005, ce n'était pas le cas. Donc là aussi, je vais vous lire l'article correspondant. Donc de 2016, les directives anticipées s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf, comme ça a été dit dans la vidéo, en cas d'urgence vitale ou lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le premier article qui concerne de la loi 2016 qui concerne les directives anticipées. Il y a un deuxième article qui dit « Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. » Donc très important, le médecin traitant a un rôle très important d'information et des conditions de rédaction. Donc il doit s'engager un peu. Et troisième article concernant les directives anticipées dans cette loi de 2016, lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable, quelle que soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. C'est-à-dire, il y a une obligation du médecin d'aller chercher les directives anticipées. Très important aussi. Je précise, ce qui concerne vraiment les directives anticipées, c'est dans cet article-là, on retrouve bien la phrase importante, lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté. Là, c'est vraiment le cadre des directives anticipées. Alors, après avoir essayé de répondre à qu'est-ce que c'est, on peut revoir donc le deuxième item, c'était pourquoi les rédiger. Quel intérêt qu'il y a
à écrire ces directives anticipées? Ben, il y en a plusieurs, on a collecté quelques-uns, il y en a sûrement d'autres. Le premier que je vois, c'est que c'est un outil de libre arbitre, quand même. C'est quand même très important, que vous pouvez choisir ce que vous souhaitez personnellement, c'est bien. Et c'est un petit peu un rebours de l'impression qu'on peut avoir des fois que le médecin peut avoir trop de pouvoir. Ben voilà, là, c'est vraiment un moment où on donne un pouvoir au patient, c'est clair et net. Ça, c'est le premier intérêt. C'est aussi un autre intérêt, c'est que c'est quand même un outil très maniable dans sa configuration. Il est de durée illimitée, mais il est révocable à tout moment, c'est bien. C'est un outil évolutif parce que la démarche peut être échelonnée dans le temps, permettant à la personne de cheminer. Vous pouvez revenir sur vos écrits, les compléter, les amender, voilà, dans le temps. Tout n'est pas figé une seule fois, très important. Et potentiellement, c'est facile d'accès. Contrairement à ce qu'on pourrait voir, enfin, quand on parle qu'il faut rédiger sur des papiers, les classer, tout ça, mais il y a d'autres façons de faire, et Maud vous en parlera tout à l'heure. Quel autre intérêt aussi? De se positionner personnellement sur des questions concrètes de la fin de vie. Et donc, notamment, l'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que personnellement chacun entend par ça? De la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Donc voilà, chacun peut donner sa position là-dessus. Et ça permet aussi de se positionner sur des questions concrètes, mais en post-mortem. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas assez développé dans les directives anticipées. Pourtant, c'est le lieu où vous pouvez le faire, hein. Ça, c'est certain. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à anticiper ce qu'on envisage pour le post-mortem que dans le pré-mortem. Alors, des exemples, hein, crémation ou pas crémation, ça vous pouvez le noter. Hein. Cérémonie religieuse ou pas cérémonie religieuse. Et puis surtout, le don d'organes. Là, s'il y a bien un moment où on peut en parler, c'est là. Voilà, vous savez que potentiellement, on est tous donneurs d'organes. Hein, mais alors, en pratique, vous interrogez les personnes dans la rue, je crois qu'il y a 80% des gens qui sont pour le don d'organes. Malheureusement, en pratique, en situation, quand on demande aux familles, voilà, on envisage de prendre des organes sur votre parent ou enfant, et ben là, ça se passe beaucoup moins bien, à tel point qu'il y a 35% de refus. Que ça reste relativement constant. Et que dans ces cas-là, les gens ne recueillent pas les organes, malgré qu'en théorie, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas fait. Donc là, c'est clair et net que si dans la directive anticipée, vous notez « je suis pour le don d'organes, il n'y a aucun problème », tout ça, c'est vraiment rien que ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Autrement, la directive anticipée, ça permet aussi de se livrer peut-être à une sorte d'introspection, puisque au sein des formulaires, vous avez notion de contexte, donc d'expliquer un petit peu pour vous quels sont vos besoins spirituels, quelles sont votre façon d'aborder la mort, vos convictions religieuses, vos craintes, vos attentes par rapport à la douleur. Enfin voilà, vous pouvez exprimer tout ça au sein des directives anticipées, c'est prévu pour ça. Les directives anticipées aussi, je pense que c'est l'occasion d'un dialogue avec ses proches. Je ne pense pas que l'on parle assez de la mort en général, de sa propre mort avec son entourage. Eh bien, c'est l'occasion. Hein, vous leur dites, j'ai écrit mes directives anticipées, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Voilà, tout le monde est au courant à l'avance, parce que naturellement, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, même quand les décès sont attendus, les familles sont pour grand chose. Donc, voilà. Alors, c'est l'occasion aussi d'en profiter pour désigner votre personne de confiance. Hein, les deux sont liés. Et c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est l'intérêt des directives anticipées au moment où vous les écrivez. Et après, en situation, alors, ça a été évoqué aussi dans
dans la vidéo, le gros intérêt, c'est que ça peut limiter le risque de culpabilité pour les familles, voire le risque de conflit intrafamilial. Parce que quand les familles sont brutalement confrontées à des questions concernant soit le don d'organes, soit l'arrêt des traitements, soit l'arrêt de l'alimentation, voilà, ça peut, c'est pas toujours facile. Donc là, vraiment, on peut simplifier les choses en anticipant et en disant soi-même ce que l'on souhaite. Donc voilà pour le pourquoi. Il y a sûrement d'autres raisons. Chacun a ses raisons propres. Mais alors après, pour savoir quand les rédiger, alors voilà, c'est simple, le plus tôt possible, c'est évident. Donc on a dit qu'à partir de 18 ans, on a le droit. Bon, 18 ans, c'est peut-être pas ce à quoi on pense en premier, mais il est clair qu'on a tout intérêt à le faire le plus tôt possible parce que malheureusement, un jeune peut avoir un accident, une maladie grave qui peut être responsable d'une incapacité majeure et empêcher toute communication. Comme a prouvé les états végétatifs chroniques. Bon, c'est pas une invention, ça existe malheureusement. Et donc, il faut vraiment essayer de les avoir écrits avant d'être dans une telle situation. Et là, il y a l'autre exemple typique, l'affaire médiatico-judiciaire majeure du début de ce siècle, qui est l'affaire Vincent Lambert, un petit peu le même nom que le Vincent Lambert, vous vous rappelez, au CHU de Reims. Ce jeune homme de 32 ans, gravement accidenté en 2008, je crois, qui est décédé en 2019, et qui était une histoire terrible. Je vous invite à aller lire le résumé de toute cette histoire-là sur Wikipédia, par exemple. C'est très, très bien fait et c'est quelque chose d'assez incroyable. Là, s'il y avait eu des directives anticipées, ça aurait changé vraiment les choses. Je crois que ça, c'est vraiment un bon exemple. Donc, voilà, donc essayer de les écrire le plus tôt possible. Alors après, là, où il ne faut pas louper le coche, je pense, c'est dès le moment où on est atteint d'une maladie sérieuse, d'une maladie grave, cancer, sclérose latérale, amyotrophique, maladie Charcot, maladie d'Alzheimer, même début de la maladie d'Alzheimer, les gens peuvent être en situation et en capacité d'écrire leurs directives anticipées, ce qui soulage d'ailleurs souvent les familles. Donc vraiment là, il ne faut pas louper le coche. Et je pense que c'est un bon moment parce que le patient est alors plus impliqué, il comprend bien mieux l'objectif. Et le soignant peut être beaucoup plus précis dans son aide avec des propos plus précis concernant l'évolution de la maladie, concernant le type de complications, concernant le pronostic de la maladie. Donc voilà, il peut orienter le malade beaucoup mieux. Mais donc voilà, en général, c'est vraiment là qu'il faut le faire, écrire ces directives anticipées à ce moment-là. Bon, mais il n'est jamais trop tard et on peut aller à l'extrême de la vie. Si on prend par exemple l'exemple les gens vivant en EHPAD, alors il est très important à ce moment-là, je crois que chaque personne ait écrit ses directives anticipées. Je crois que c'est vraiment... d'autant que là, il y a le temps de la confrontation avec les soignants, on peut affiner ses propos, c'est vraiment très, très important. Parce que je peux vous donner, alors pour avoir travaillé pas mal en gériatrie, bon, un exemple typique et fréquent d'une personne très âgée qui vit donc, qui est en EHPAD, dépendante, polypathologique, qui présente, disons, à 2 heures du matin, une fracture, enfin une probable fracture du fémur, voilà, elle est tombée, là, probablement une fracture du fémur. Du coup, elle est confuse aussi, voilà. Et
à 2 heures du matin, vous êtes appelé, vous arrivez, et puis vous dites, il faut l'hospitaliser, une fracture du col du fémur, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut l'hospitaliser. Ils pourront peut-être quand même l'opérer, ils vont la soulager en l'opérant. Et il faut faire quelque chose. Bon, voilà, la situation classique, c'est ça. Voilà. On téléphone à la famille est naturellement surprise, 2 heures du matin. Oh là 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 là, oui, 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 emmenez-la à l'hôpital, enfin, on ne peut pas la laisser comme ça. Voilà, c'est des phrases entendues plusieurs fois. Et alors là, les directives anticipées peuvent changer de tout au tout la situation. C'est vraiment, là, c'est du 100%. La personne bien consciente de son état, voilà, a écrit à l'avance, voilà, s'il m'arrive ceci, cela, je ne veux plus être hospitalisé. Voilà, je veux plus. Hop. Et à partir de là, le médecin, en plus du fait de la loi, a les possibilités, éventuellement, alors d'abord par obligation de soulager la personne, voilà, d'entendre la personne, d'appliquer ses consignes, de la soulager et d'envisager même, s'il le faut, une sédation profonde. Voilà, ça, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment les directives anticipées qui permettent ça. Donc, on voit, là je trouve que en EHPAD, c'est vraiment criant. Enfin, l'intérêt des directives anticipées, c'est vraiment très, 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 très net. Et puis, d'autant que lors de la rédaction, ça permet vraiment souvent des échanges avec la famille, avec les soignants, qui sont quand même, qui sont jour le jour auprès de la personne, des échanges très enrichissants et très profitables à tout le monde. Voilà, bon, j'ai essayé de répondre là aux questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quand? Maud va. Alors moi, je vais plutôt m'occuper de qui peut les rédiger, mais M. Pochard a insisté aussi, et c'était assez parlant dans la vidéo. En fait, toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées, donc ça n'est pas une obligation. Chaque personne réfléchit et le fait si elle le souhaite. L'intérêt, bien évidemment, si elles sont faites, donc si elles sont écrites, c'est de ne pas les garder dans votre poche et de le garder pour vous. Hein, ça a déjà été dit. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir en échanger avec vos proches. Votre médecin traitant devrait pouvoir en avoir un exemplaire, par exemple. Et puis, vous avez aussi votre personne de confiance, si vous en avez désigné une, qui devrait pouvoir avoir un exemplaire. Et puis, si vous êtes suivi dans un établissement de santé, par exemple, ça devrait être dans le dossier médical que vous avez d'ouvert dans l'établissement de santé. De toute façon, les établissements de santé doivent vous demander si vous en avez rédigé, et si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez le faire. Dans le comment rédiger ces directives anticipées, on l'a vu, c'est un document écrit. Il faut absolument que dans ce document, vous ayez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance, et que vous puissiez mettre la date du jour où vous les avez écrites et que vous signiez ce document-là. Après, ce qui peut être aidant, c'est que vous avez un formulaire qui a été fait par le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé que je vais vous partager. Hop, c'est par ici. Voilà, donc il se présente en plusieurs parties. Vous avez d'abord une première partie qui explique ce qu'on est en train de vous expliquer là, de qu'est-ce que c'est les directives anticipées, comment je peux les faire, où je les conserve, etc. Donc là, je passe assez vite. Vous avez une partie où vous mettez votre identité. Et si vous êtes sous tutelle, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait attention dans la vidéo, mais les personnes sous tutelle peuvent faire leurs directives anticipées avec l'autorisation du juge ou le conseil de famille s'il existe. Donc là, il y a des petites cases à cocher aussi en plus pour eux. Hop. Des souhaits complémentaires par rapport à comment on envisage notre décès, etc. Enfin, en tout cas, si on veut être incinéré ou pas, etc. C'est plutôt dans cette partie-là, parce que les directives anticipées, elles concernent spécifiquement les traitements, donc dans les soins. Ce n'est pas un testament. Mais du coup, dans ce formulaire, vous avez quand même la possibilité de rajouter à côté, dans cette partie-là, les éléments que vous voudriez partager. Et donc, dans le formulaire, vous avez deux grandes parties. Vous avez cette partie-là, si vous êtes atteint d'une maladie grave ou si vous pensez être proche de la fin de vie,
Ça va plutôt être ce document-là, donc le modèle A, que vous pouvez remplir soit directement dans la fiche, soit vous en inspirer dans un papier blanc. Donc voilà, mes volontés sont les suivantes. À propos des situations dans lesquelles je risque de me retrouver, par exemple, situation de coma, phase terminale d'une maladie, etc., j'indique ici si j'accepte ou si je refuse que l'on me maintienne artificiellement en vie, etc. Donc vous voyez un peu l'idée à chaque fois. Donc là, c'est sur les actes et traitements médicaux. Réanimation cardiaque et respiratoire, branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale, intervention chirurgicale, etc., etc. Et puis après, vous avez un autre formulaire qui s'appelle le modèle B pour les personnes qui pensent être en bonne santé, qui n'ont pas de maladie grave. Et donc là, on va un petit peu moins loin dans la recherche si vous souhaitez une alimentation artificielle, etc. Vous voyez, il y a toute une partie qui n'est pas présente par rapport à l'autre formulaire. Donc, en fonction de votre situation, si vous avez envie de faire vos directives anticipées et de vous inspirer de ces formulaires-là, vous prenez soit le modèle A, soit le modèle B. Et puis après, il y a les cas particuliers, c'est par exemple les personnes qui ne peuvent plus écrire, qui ont trop mal aux mains, par exemple, ou un handicap qui ne leur permet pas d'écrire. Elles peuvent écrire, enfin, elles peuvent faire leurs directives anticipées du coup à l'oral, et il y a une personne qui va les noter. Et il faut 2 témoins, et donc il faudra remplir cette feuille-là, où les témoins vont signer pour attester le fait que ce qui a décrit, ça correspond bien à ce que vous avez dit à l'oral. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de désigner une personne de confiance. Donc, elle a 2 missions, cette personne de confiance. Elle peut vous accompagner dans tous vos rendez-vous médicaux, dans les entretiens que vous pouvez avoir avec vos médecins. Et l'autre mission, qui est plus en lien du coup avec les directives anticipées, c'est que la personne de confiance, le jour où vous ne pouvez plus vous exprimer, elle pourra dire ce que vous vouliez ou pas quant à votre fin de vie. Donc, un peu l'idée de ce qu'il y a dans les directives anticipées. Et l'intérêt, c'est d'en discuter avec elle sur qu'est-ce que je voulais ou pas. Là aussi, la personne de confiance, ça n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de désigner une personne de confiance. Voilà pour le formulaire. Alors après, il y a une page si vous voulez le modifier ou annuler vos directives anticipées. Là aussi, si vous les modifiez, il faudra vous rappeler à qui vous en avez parlé, à qui vous les avez donnés, pour du coup donner la nouvelle version éventuelle. Et puis, un autre lieu où vous pouvez mettre vos directives anticipées, c'est dans Mon espace santé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est notre carnet de santé numérique. Alors là aussi, je vous partage, parce que du coup, j'ai ouvert le mien pour vous montrer. Alors, je n'ai pas bien démarré. Partage. Hop. Ici. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, j'ai ouvert mon espace santé avec mes codes et tout ça tout à l'heure. Donc là, j'atterris directement dans mon espace à moi. C'est pour ça qu'il me dit « Bonjour Maude ». Si vous le faites, il va vous dire « Bonjour Véronique, Jean-Paul, etc. » Et donc, ça, c'est la page d'accueil de mon espace santé. Et quand je vais dans « Profil médical », alors, il y a plusieurs choses. Je peux y mettre mon histoire de santé, les événements médicaux que j'ai pu avoir, les opérations, les grossesses, etc. Si j'ai des facteurs de risque, donc là, je peux mettre si je fume, mon poids, ma taille, etc., mes mesures, etc. Et hop, il y a une partie ici qui s'appelle entourage et volonté. Et on a dit, les directives anticipées, c'est nos volontés quant à notre fin de vie si on ne peut plus le dire nous-mêmes à l'oral. Eh bien, on clique là. Et donc là, vous voyez, j'ai pu mettre mon entourage, qui contacter en cas d'urgence, ma personne de confiance qui est mon mari, pour tout vous dire. Et du coup, hop, j'ai un document ici que j'ai inséré, donc je suis allée le chercher, donc je peux pas vous montrer pour le faire, mais c'est comme quand on va mettre une pièce jointe dans un mail, par exemple, où on va cliquer dans les dossiers de notre ordinateur. Et donc, j'avais écrit mes directives anticipées dans le fameux formulaire que je vous ai montré. Et donc, mes directives anticipées, elles sont ici. Et donc, si j'ouvre, il faut que je nous mette en tout petit, voilà. Si j'ouvre, vous voyez, j'ai mes directives anticipées, hop, qui sont ici. Autrement, vous avez directement aussi un formulaire dans mon espace santé, dans entourage
qui est déjà dedans, qui est vierge. Oui. Et si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est les directives anticipées, vous pouvez cliquer et du coup, on vous explique mes volontés pour ma fin de vie et on peut vous donner accès au guide que l'on vous a montré là, le formulaire. Donc voilà, ça c'est sur votre espace santé. Je vous rappelle, il est ouvert pour tout le monde. Et après, c'est les personnes qui veulent y aller pour elles-mêmes, les personnes doivent l'activer, donc avec un identifiant, un mot de passe et un code unique que l'on reçoit à chaque connexion, comme quand on se connecte pour notre compte bancaire. Voilà un petit peu pour reprendre les éléments de la vidéo qui va vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais ouvrir le chat s'il y a des questions. Ça serait bien. Hop. Ou prendre la parole, de toute façon, vous n'êtes pas nombreux, donc il ne faut pas hésiter. Je suis à côté. Est-ce qu'il y a des points que... Oui. Je suis à côté de Maryse. Je ne sais pas si vous me voyez pas dans l'écran. Vous êtes un peu en contre-jour, donc on voit bien les fenêtres à l'arrière. Je suis Isabelle Bossard, je suis en Master 2, direction des établissements médico-sociaux avec Sandrine Honora. Pour ma part, du coup, je suis très intéressée par le sujet parce que notamment, ça fera partie de mon mémoire de recherche, directive anticipée, les soins palliatifs, l'euthanasie, etc. Et pour ma part, bon, j'ai déjà fait ces directives anticipées, mais j'ai quand même une question, c'est-à-dire si on n'a pas fait de copie à ses proches, à sa famille, etc. Si on n'a pas communiqué les codes, au final, nos indications, elles sont complétées quelque part, mais personne n'en a connaissance. Parce qu'en effet, il faut un mot de passe pour accéder, en fait. Parce que si on prévient pas... Alors, attendez, vous parlez de deux choses. Il y a les directives anticipées, c'est le document, etc., le formulaire ou le papier libre que vous voulez faire. Elles peuvent être dans mon espace santé. Mais quand on vous dit l'idéal, c'est d'en parler à vos proches et de leur donner une copie, c'est bien ce document original que vous avez fait au départ. D'accord. Parce que mon espace santé, le principe, c'est que ce soit vous seul qui ayez les codes. Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais on peut le faire directement dans l'espace santé, la directive anticipée. On peut le faire dans l'espace santé, mais du coup, vous pouvez l'imprimer en fait en partant de mon espace santé. Oui. Et vous pouvez le laisser uniquement dans mon espace santé. Et en plus, les codes, maintenant, vous savez, juste avec l'empreinte du pouce, vous y accédez. Et dans l'espace santé, les ordonnances, tout ça, les comptes rendus vont directement dedans. Alors, ça dépend. Oui, ça dépend les professionnels ou les établissements que vous croisez dans votre parcours. Voilà. Il y a eu des financements, enfin, on ne va pas détailler là parce qu'on n'aura pas le temps de tout parler de mon espace santé, mais il y a eu des financements avec le Ségur de la santé pour que tous les professionnels et les établissements aient des logiciels compatibles avec mon espace santé et que du coup, ça se passe automatiquement quand le paramétrage d'un établissement, par exemple, ou d'un laboratoire de radio dit à chaque fois qu'on met un document dans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, bilan de radiologie, ce document-là, il part sur l'espace santé du patient. Moi, par exemple, le mois dernier, j'ai fait des radios des mains. Le soir même, j'avais le compte-rendu de ma radio, du radiologue, dans mon espace santé. Mais est-ce que ça veut dire que l'espace santé est accessible, du coup, à un hôpital pour pouvoir... Alors, il alimente... Aux urgences, par exemple, ils peuvent craquer le système. Alors, on ne dit pas craquer, on dit brise-glace. En fait, quand vous êtes dans votre espace santé, vous pouvez autoriser en amont les urgentistes à accéder à votre espace santé si vous n'êtes pas en capacité de les autoriser à l'oral. Parce que c'est ça, en fait, dans votre parcours, vous autorisez les professionnels que vous rencontrez à y aller par l'oral. C'est-à-dire que vous rencontrez un cardiologue pour la première fois, vous n'avez pas forcément tout votre dossier, donc l'intérêt, c'est qu'il puisse accéder à votre espace santé où il peut tout retrouver, les traitements que vous avez, etc. Mais par contre, il y a un endroit où vous pouvez dire « j'accepte que les urgentistes accèdent en brise-glace, même si je ne peux pas les informer et les autoriser à l'oral ». Et donc, eux, ils ont un accès, quand ils vous prennent en charge, une fois qu'ils ont votre identité, ils peuvent aller vérifier ce qu'il y a dans votre espace santé. Et en fait, c'est très en lien avec ce que remplit le médecin traitant. Le médecin traitant est obligé de faire une synthèse médicale parce que l'urgentiste, il ne va pas passer 3 heures à passer dans tous les dossiers pour vérifier ce que vous avez. Il leur faut, dans la minute,
les éléments principaux de votre prise en charge, vos allergies, vos principales opérations, les traitements éventuels qui seraient en contre-indiqués avec ce qu'eux peuvent vous faire comme prise en charge en urgence. Mais auquel Donc cas, là, ils ont accès au volet de synthèse médicale. Les deux sur ce sujet-là, les deux renseignements que demandent les médecins aux urgences, pour un patient qu'ils ne connaissent pas, c'est les antécédents, les antécédents principaux, et le traitement actuel. Et quand on voit le temps perdu aux urgences pour retrouver ces éléments-là, des fois, c'est quand même terrible. Et puis mon espace santé permet de gagner un temps fou. oui, mais que ça, c'est un sacré avantage. Si les directives anticipées sont mises dans cet espace santé, du coup, ils ont aussi accès aux directives anticipées directement avec mon espace santé. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de les faire à cet endroit-là. Oui. Mais pas forcément que dans cet endroit-là. Enfin, ce qu'on vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité de... Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des proches ou qui a une personne de confiance, mais en tout cas, si c'est votre cas, on vous conseille d'en parler à vos proches aussi et de leur donner un exemplaire. L'idée, c'est comme ce que disait M. Pochard, pour moi, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe par rapport au don d'organes, en fait. Où là, quand la famille n'est pas au courant, si la personne, elle était d'accord ou pas... du coup, on a plutôt tendance à refuser en fait le prélèvement d'organes, alors que peut-être la personne était au clair avec ça, quoi. Et d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux directives anticipées? Oui, moi, j'ai relevé la directive anticipée s'impose aux médecins, sauf urgence vitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose que doit faire un médecin devant une urgence vitale, c'est d'essayer de sauver le patient. Parce que des fois, c'est des questions de minutes. Devant un arrêt cardiovasculaire, il doit d'abord essayer de réanimer la personne et dès qu'il peut, hop, il va voir les directives anticipées. Mais le premier geste, quand vous avez quelqu'un en arrêt cardiaque, c'est pas de rechercher les directives anticipées. En gros, c'est ça. C'est ça. Et il y a une autre exception, parce que les directives anticipées s'imposent aux médecins depuis 2016, sauf deux exceptions. Donc la première qui est effectivement, si on est en urgence vitale, il fait les gestes et on revoit la situation après. Et si la deuxième exception, c'est si en situation inappropriée. Donc en gros, vous arrivez en situation de santé qui ne correspond pas à ce que vous avez décrit dans vos directives anticipées. Et dans cette situation-là, le médecin va devoir faire procédure collégiale. Procédure, merci, c'était ce mot-là que je cherchais. Une procédure collégiale où en fait, il devra s'entretenir et exposer le dossier avec d'autres médecins sans hiérarchie entre eux. C'est-à-dire ça ne peut pas être quelqu'un qui est leur chef de service, par exemple, ou chef de pôle. Donc là, ils devront, pareil, en rediscuter. Et puis après, informer la famille ou la personne de confiance si elle a été désignée. Je reviens encore sur l'urgence vitale. Quand on sait qu'une personne ne veut pas être réanimée et qu'elle fait son malaise et qu'on connaît le contenu de ces directives anticipées, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ah oui. Là, on est dans un cas différent. Ouais. Bah oui, justement. Dans ces cas-là, les directives, si vous êtes dans le cadre d'une maladie grave et incurable en fin de vie et que la personne a dit ça et qu'il y a un arrêt cardiaque, il n'y a pas à réanimer. Tout à fait. Mais là donc, ça veut dire que les gens étaient bien au courant des directives anticipées, les soignants étaient bien au courant des directives anticipées avant l'arrêt cardiaque. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quand il y a un arrêt cardiaque sans qu'on connaisse les directives anticipées. Mais sans qu'il y ait de maladie grave, une personne très âgée fait un malaise cardiaque, elle a dit dans ses directives anticipées qu'elle ne voulait pas être réanimée, il n'y a pas de maladie grave, on est juste sur quelqu'un d'âgé. Alors là, après, il peut y avoir discussion. Là, voilà. C'est plus subtil, mais les termes, je crois que c'est maladie incurable. Une personne qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle que soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc, hors d'état d'exprimer sa volonté, une affection grave et incurable, la très grande vieillesse, c'est incurable aussi. Donc, c'est... et l'affection grave, quand vous êtes... le cas que vous prenez des personnes très âgées qui sont polypathologiques,
ils ont des affections graves. Hein, donc, on peut très vite entrer dans ce cadre-là. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Surtout si, et c'est ça l'avantage peut-être chez les personnes très âgées, enfin, surtout en EHPAD, parce qu'il y a le temps de les écrire, de bien les soignants pour les écrire. Et donc, si l'écrit est bien clair, il faut les appliquer, hein, c'est certain. Parce qu'après, dans la gradiation, c'est bien, les directives anticipées qui décident, après le médecin, après éventuellement la personne de confiance, après la famille. C'est toute une hiérarchie, hein, dans l'échelle de décision. Donc, pour moi, oui, mais je pense que ça nécessite vraiment une écriture soignée. D'où l'importance d'y réfléchir en amont et d'imaginer toutes les situations dans lesquelles les choses pourraient nous arriver et dans cette situation-là, de les faire avec un médecin ou son médecin traitant, par exemple. Vous avez vu que dans la loi, c'est marqué, le médecin traitant a un rôle important. C'est vraiment lui qui informe et qui oriente et qui conseille. Normalement. Mais c'est dans la loi. Oui, je sais. Sauf que depuis 2016, moi, personnellement, mon médecin traitant ne m'en a jamais parlé. Donc de là à m'aider à les rédiger. Oui, c'est le problème. C'est chronophage. Voilà. Après, un mot à la mode. Après, ça peut être des flyers, une affiche dans la salle d'attente. Hein. Oui, mais ça peut être une amorce. Et puis après... Ah oui. Si vous voulez, je peux, pour savoir où nous en sommes à l'heure actuelle, j'ai retrouvé un sondage sur plus de 1000 adultes quand même, demandé par le ministère de la Santé fin 2022, donc il y a 2 ans. Et donc, qui était sur les soins palliatifs, globalement sur les soins palliatifs, qui est très intéressant. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait des questions aussi plus précises sur les directives anticipées. Et ce qu'on peut en retenir, enfin, au moins 2 choses, c'est qu'il y a un défaut d'information, certainement. Donc, fin 2002, c'est-à-dire 6 ans après la promulgation de la loi, 57% des Français ne connaissent pas le terme de directive anticipée. Bon, donc, il y a du boulot. J'en profite, vous avez fait allusion tout à l'heure, à dire que pour le soignant hospitalier, quand même, dans la certification, il y a un critère qui dit que le patient est informé de façon adaptée sur son droit à rédiger ses directives anticipées. Et celles-ci sont tracées dans le dossier. Donc là aussi, il y a comme au moins à l'hôpital, il y a une obligation pour les écrire. Mais ceci dit, il y a 57% des Français qui ne connaissent pas le terme de directive anticipée. Et deuxième enseignement, c'est qu'on peut penser qu'il y a une réticence marquée pour la rédaction quand même de ces directives anticipées, puisque donc il y a 57% qui ne les connaissaient pas. Ils ont interrogé les 43% restants et ils ont posé la question: avez-vous rédigé vos directives anticipées? Donc à ceux qui connaissaient les directives anticipées. Donc oui, 18% ont rédigé leurs directives anticipées, ce qui fait que sur les 1000 personnes, ça fait plus que 8%. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est beaucoup changé depuis fin 2022. Il n'y a pas énormément de gens à avoir écrit leur directive anticipée. Alors, deuxièmement, non, mais je sais comment les rédiger et j'envisage de le faire, 29%, c'est normal. Non, et je ne sais pas comment les rédiger, 15%, il y a de la formation à faire encore. Et il y a non, et je n'ai pas envie de les rédiger, il y a quand même 37% des gens qui savent ce que c'est le directive anticipée, mais qui ne veulent pas les rédiger. Donc ça peut interpeller un peu, on peut se poser pourquoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez des réponses à ça. Alors c'est sûr, c'est facultatif, donc ça c'est une première réponse. Ça c'est un droit, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation. Mais je pense qu'il y a des médecins, des patients qui se disent aussi, vu les obligations qu'ont les médecins maintenant concernant l'obstination déraisonnable et la sédation profonde et les obligations concernant la prise en charge de la douleur, ils estiment que c'est peut-être suffisant et qu'ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Hein. Ça, c'est possible. Il y a aussi, je pense, le tabou de la mort. Hein. Ça,
enfin, on voit bien qu'on essaye de discuter avec les gens, ça je l'ai fait en tant que médecin traitant, bah, Il y a des de la personnes mort aussi. Il y a des personnes que ça angoisse trop de penser à ça, de penser Oui, à voilà, ça. tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Qui peuvent C'est pas, trop ils peuvent angoissant. pas le faire. Ouais, ouais. Ou ne Justement, peuvent pas il y a, à quelqu'un. il y a plusieurs ressources qui peuvent peut-être aider. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il y a hop, je vous partage. Il y a un guide. Pardon, et juste pour finir, et je pense qu'il y a une autre raison aussi, toute simple, c'est qu'est-ce que j'y mets. Et les gens, enfin, vraiment, sont un peu démunis. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais répondre à ça. Donc, pour aider en fait les usagers, il y a un document qui a été fait par le Centre national soins palliatifs. Donc, le bleu foncé, c'est pour les professionnels de santé, pour les aider à discuter, à dialoguer avec leurs patients des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi parlé sédation profonde, qu'est-ce que c'est l'obstination déraisonnable, etc. Mais on va juste faire un focus sur la page 8 qui concerne les directives anticipées. Et là, en fait, vous voyez par rapport à votre rôle en tant que professionnel de santé, informer vos patients sur la possibilité de les rédiger constitue l'opportunité pour vous de mieux connaître ses souhaits et ses décisions et les décisions à prendre. Vous êtes un interlocuteur privilégié. Et donc, voilà, faire preuve de pédagogie pour éclairer les conséquences des décisions, etc., etc. Ils ont fait le même document, si j'arrive à vous le repartager. Hop. C'est celui-là. Ils ont fait le même document pour les usagers. Je n'arrive pas à accéder. Ah, voilà. Donc, c'est un bleu clair. Et c'est le même principe. Ça explique aux usagers qu'est-ce que c'est la sédation profonde, qu'est-ce que c'est les directives anticipées, etc. Et il y a un jeu qui a été fait par une association qui s'appelle Jeanne Malve, qui veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, je pense. C'est un jeu de cartes qui s'appelle À vos souhaits. Et sur chaque carte, vous avez quelque chose de marqué. Donc là, c'est que mes valeurs soient respectées jusqu'au bout. Il y a des cartes où ça va être que mes documents administratifs soient réglés. Il y a une carte qui va être je veux être informée jusqu'à la fin par mon médecin. Ou du coup, après une autre carte, je préfère ne pas savoir. Enfin, vraiment, il y a une quarantaine de cartes comme ça. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser ces cartes soit tout seul, soit avec un petit groupe de personnes, 3-4 personnes, pour essayer de se dire, avec une fiche, donc chaque personne a une fiche avec 2 colonnes. Une colonne, qu'est-ce qui est incontournable pour moi, ce sur quoi je ne peux pas revenir par rapport à ma fin de vie. Et là dans ces jeux-là, ce n'est pas que les traitements. Il y a aussi sur l'obsèque, les fleurs, etc., etc. Et il y a une autre colonne qui est qu'est-ce qui est moins important pour moi. Et donc, on passe les cartes comme ça et on classe, en fait, dans une des 2 colonnes, les choses qui sont marquées sur la carte. Et donc, à la fin, ça nous donne une colonne où on a quand même une idée un peu plus précise de qu'est-ce qui nous semble incontournable. Donc, ça peut être intéressant comme support pour réfléchir à ce sujet éminemment important et éminemment difficile, on l'a vu ensemble. Et donc là, à ce moment-là, je donnerai cette référence-là à Madame Colliot parce qu'en fait, il suffit de cliquer ici pour se retrouver sur le site internet pour le commander et il est 12 € le jeu. Donc ça reste quand même abordable. Je pense notamment à des EHPAD où ça pourrait être une possibilité d'animation parce que j'ai l'impression, mais là vous me dites, j'ai l'impression que finalement, en tant qu'usager, on a peu d'espace pour parler, en fait, même si on est à la maison, mais il n'y a pas beaucoup d'espace où on nous permet d'en parler. Et donc, ça peut être une ouverture. Après, viennent les personnes qui ont envie. Bien sûr, on ne va pas forcer les personnes qui ne veulent pas en parler. Mais ça peut être un outil intéressant. Donc voilà, c'était l'idée de vous le partager avant la fin qui arrive d'ici 1 minute. Quand on faisait le point sur les directives anticipées actuellement, donc, outre ce sondage, là, il y a quelque chose qui va peut-être changer ou réactiver un petit peu le processus aussi. Vous savez, il y avait eu le projet de loi en 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, qui était bien avancé, puis qui a été stoppé du fait de la dissolution.
Et apparemment, ils vont le reprendre ils disent qu'ils vont peut-être le reprendre en 2025, en l'état, c'est-à-dire là où il était arrivé lors de la précédente législature. Et dans ce projet de loi, là, il y a 2 titres. Il y a un qui est relatif aux soins d'accompagnement et aux droits des malades. Là, il y a 6 articles. Et puis, il y a le 2e titre, qui est celui qui fait beaucoup parler, qui est relatif à l'aide à mourir. Et là, il y a 8 articles, déjà, vous pouvez les voir, enfin, qui ont été rédigés, qui sont en cours donc qui étaient en cours de discussion au Parlement. Et je pense que les directives anticipées, là aussi, vont avoir une importance, quoi, selon ce qui va sortir de ce projet de loi. Je me permets de passer la parole à l'EHPAD de Kérodrin qui a une question. Oui, excusez-moi. C'est par rapport à cette angoisse que j'ai remarquée chez les personnes pour plasmer justement toutes ces choses-là. Quand la personne choisit une personne de confiance, ça veut dire qu'elle est à l'aise. Alors, moi, je disais aux personnes qui me choisissaient, je disais, OK, mais je ne vais pas faire. C'est bien, mais alors tu vas me parler, tu vas me dire qu'est-ce que tu voudrais, tout ça. Et puis après, bien sûr, je demande l'autorisation. Si elle me fait confiance, je demande l'autorisation de plasmer les grandes lignes, quoi. Mais oui, je sais pas. C'est vrai que j'ai trouvé pas mal de personnes qui n'aiment pas plasmer. C'est quoi plasmer? Même qui ne veulent pas préparer leur incinéré ou pas incinéré et tout ça. Ouais, oui. Oh, mais il ne faut pas forcer les gens. Hein. Puis peut-être qu'ils vont y réfléchir de leur côté, et puis peut-être qu'ils reviendront vers vous le mois prochain et qu'ils auront avancé, en fait, ils auront cheminé aussi, et peut-être qu'ils vont se dire bon, bah, moi, je vais les faire. J'avais la grand-mère de mon mari qui est rentrée qui a été dans un EHPAD, et donc je commence à lui en parler un petit peu parce que du coup, comme je connais un petit peu, j'en parle tout autour de moi. Bon, je voyais bien que ça marchait pas trop, donc j'ai pas insisté. Et puis elle revient 3-4 mois après en me disant Maud, va me chercher un papier, un crayon, s'il te plaît, on va le faire le truc là, parce que justement il y avait eu une situation d'une de ses voisines d'EHPAD qui a été très compliquée et une dame qui ne pouvait plus s'exprimer, etc., etc. Et du coup, les équipes étaient bien un peu perdues pour savoir ce qu'elle voulait ou pas. Et donc, la grand-mère a fait ses directives anticipées. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcer les gens. S'il y en a qui ne veulent pas les faire, c'est tout à fait respectable et on les prend comme ça. Mais peut-être que déjà, si tout le monde était informé clairement de ce que c'est, ça donnerait la possibilité de réfléchir. Alors, il est 15h33. C'est le dossier et il est toujours là, il dort. Il n'y a pas de... Et puis, on a eu à prendre des décisions. Col du fémur, pardon, et puis la personne, à l'hôpital, on dit alors on donne ce qu'il faut pour qu'elle ne souffre pas ou on opère. Et c'est les personnes de confiance, elle n'avait rien marqué, c'est les personnes de confiance qui ont pris la décision. Après, je pense que c'est toujours le médecin et les... Alors, la personne de confiance, elle ne prend pas de décision. Hein. La personne de confiance, elle ne prend pas de décision. Elle ne donne pas sa volonté à elle. Elle transmet. Donc, si elle n'a pas eu l'information, elle dit « je n'ai pas eu l'information de la personne ». Oui, mais à l'hôpital, on nous a dit, alors il y a 2 solutions. Il y a de ne pas l'opérer et qu'elle ne souffre pas, fera le nécessaire, ou alors on l'opère. Alors, c'est à vous de dire ce qu'il faut faire. On n'a pas non, mais là, les professionnels de santé, ils n'avaient pas à agir comme ça. En fait, le médecin qui prend la décision va aller chercher l'avis d'un certain nombre de choses. Il va aller voir s'il y a des directives anticipées. Si elles ne sont pas écrites, il va aller consulter la personne de confiance pour voir si cette personne de confiance sait ce que la personne voulait ou pas. Et après, il va aller aussi consulter les proches, la famille. Mais la décision finale, c'est lui qui la prend. On ne peut pas donner cette responsabilité-là à la personne de confiance. Ça tombe, elle va s'en vouloir toute sa vie de se dire « Ah, mais si j'avais su, peut-être qu'il fallait que, et machin, et peut-être qu'elle voulait que… » Enfin, c'est pas possible, quoi.
Ben oui, mais c'est le moment précis qui a compté, et puis on peut se demander est-ce que ça a été bien ou pas bien. C'est toujours le risque. C'était une de confiance plus une autre. Elle n'était pas toute seule, mais on ne nous a pas. On peut désigner qu'une seule personne de confiance, mais après, c'était peut-être une personne de la famille ou proche. Très proche, oui. Mais voilà, c'est bien la décision médicale qui suit s'il n'y a pas de directive anticipée, en tout cas. Et donc, la personne de confiance, ce n'est pas son choix à elle. Elle transmet le choix de la personne. Si elle ne l'a pas, ben, elle dit ben, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, en fait. Ah oui. Comme la personne avait. Mais bon, c'est compliqué. Elle s'est dit, moi, je crois que c'est ça qu'elle aurait voulu. Qu'elle aurait voulu, ouais, bah oui. Mais je crois senti que le personnel hospitalier, ils étaient à cheval, là. Ben non, parce qu'il faut que vous. Je ne sais pas. Il n'y en a rien, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est si cadré que ça dans les hôpitaux. Enfin, moi, j'ai vécu ça. Oui, bah, de toute façon, on a tous. Il y a l'idéal, et puis après, il y a ce qu'on vit tous les jours en fonction du contexte dans lequel on est. Oui. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pardon. Les grands esprits se rencontrent. En général, on dit qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, et puis dans les hôpitaux, ils tiennent compte de ça. Parce que moi, j'ai eu le cas pour mon mari qui demandait à partir, et le cardiologue à l'hôpital disait, mais on n'a pas le droit, mais on va vous accompagner. Voilà. Oui. Et il est mort 3 semaines après. Donc, oui, c'est ça, ils accompagnent pour la prise en charge de la douleur. Et ce que disait M. Pochard, il y a la possibilité aussi de bénéficier d'une sédation profonde, même si ça nous emmène jusqu'au décès. Mais au moins, on part peut-être dans moins d'angoisse et de souffrance que s'il n'y avait pas eu cette sédation profonde-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est si la personne est en capacité de s'exprimer, les directives anticipées, on s'en fiche, on ne va pas aller les chercher. C'est vraiment si la personne ne peut pas s'exprimer. Ok. Bon, bah, il me reste à remercier Maud et Jean-Jacques de nous avoir éclairés sur ces directives anticipées. J'espère que ça nous permettra à tout à chacun de cheminer et surtout de contaminer notre entourage professionnel ou personnel sur cette question. Voilà, donc merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, comme je vous le disais quand on a démarré, si vous pouvez me dire le nombre de personnes que vous étiez, eh bien, ça nous donnerait un peu une idée voilà, de combien de personnes ont été sensibles à cette question. Merci beaucoup, bonne continuation, et puis eh bien, à la prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.